Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Est-ce que tu sais que le cœur est une boussole, un système d'orientation intelligent qui est étonnant et mystérieux, et qui a la capacité de générer en nous-mêmes, dans notre environnement, et au-delà, on va le voir, l'ordre ou bien le chaos. Et à quel point ce qu'il génère a le pouvoir en retour de nous mettre soit au supplice, soit de nous permettre de vivre des délices. C'est ce qu'on va explorer ensemble dans cet épisode, dans lequel je voudrais continuer les explorations sur la neurophysiologie de l'amour que nous avions fait dans l'épisode 4 de ce podcast et auquel je te renvoie si tu ne l'as pas encore écouté. Donc dans ce précédent épisode, on avait parlé de la fascination traumatique pour le négatif et pour le glauque, qui caractérise d'ailleurs beaucoup notre société. On avait parlé de la hiérarchie des émotions et des sentiments, avec cette notion de chaos et de cohérence émotionnelle. On avait aussi commencé à parler du cœur et de sa dimension unitaire, c'est-à-dire non dualiste. À savoir que la dualité, les polarités, le bon, le mauvais, tous les clivages, tout le monde des points de vue, tout ça n'existe pas dans cette dimension. Alors dans cet épisode, aujourd'hui, on va s'aventurer plus avant dans la connaissance du cœur, qui s'avère être, selon les derniers travaux, le véritable big boss en réalité, le vrai chef d'orchestre de tout ce qui passe par notre système humain. Pourquoi je souhaite faire un podcast sur le cœur ? C'est l'objet de cet épisode qui est d'expliquer justement en quoi le cœur est quelque chose de particulièrement important. Et vous allez le voir, on va le développer. On n'en parle pas nécessairement beaucoup et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc cet épisode, il va être un petit peu technique. Je vais essayer de l'alléger au maximum, mais ce que je souhaite te transmettre, ce sont quand même des études qui ont été faites sur le cœur et surtout leurs conclusions. Donc on a un institut aux États-Unis qui s'appelle l'Institut HeartMath, qui est donc littéralement les mathématiques du cœur. Et cet institut, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'ils étudient exclusivement le cœur. Et donc, ils ont vraiment contribué à renverser une notion couramment admise, qui est celle que le cerveau est l'organe roi qui pilote l'ensemble de notre être. Alors, c'est vrai qu'il y a de ça quelques décennies, on a reconnu l'importance des intestins, qu'on appelle d'ailleurs notre deuxième cerveau, et qu'on reconnaît comme étant le cerveau émotionnel. Plus récemment, on voit de plus en plus des notions qui s'accordent à dire que le cerveau n'héberge pas la conscience, mais qu'il est en quelque sorte une antenne qui opérerait comme un filtre de la conscience. Cette conscience étant en réalité de nature extraneuronale, c'est-à-dire extérieure au cerveau.
Et donc en réalité, bien plus vaste que ce que le cerveau est capable de concevoir. Donc le cerveau, il servirait surtout à rendre audible, perceptible à l'être humain, à nos organismes, cette conscience, donc la rendre perceptible à la fois à nos sens et à notre système nerveux sous forme de nos émotions, de nos sensations, de nos pensées, voire des perceptions les plus subtiles. Et puis, parallèlement à ces découvertes, il y a d'autres recherches scientifiques, en particulier celle de cet institut, HeartMath, qui montrent que le cœur est en réalité le véritable chef d'orchestre. Ce serait le roi, alors que le cerveau est son valet. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du cœur? Donc ici, on ne va pas parler du cœur dans un sens romantique, ni même dans l'aspect émotionnel qu'il revêt. On va quand même parler de sentiments plus que d'émotions. Mais on ne va pas parler non plus du cœur dans sa dimension purement physiologique ou médicale. Mais on va surtout parler de la dimension énergétique du cœur, c'est-à-dire de choses qui ne se voient pas toujours, mais qui n'en sont pas moins réelles et mesurables, et mesurées d'ailleurs. Alors, donc je vais te présenter plusieurs caractéristiques du cœur. La première que je voudrais développer, c'est qu'il est un véritable centre de traitement de l'information. Donc c'est un cerveau à part entière qui traite des informations qui sont très complexes et il informe les autres cerveaux, c'est-à-dire le cerveau de la tête et le cerveau du ventre. Donc il envoie davantage d'informations qu'il n'en reçoit d'eux, puisque 80% des neurones sont afférents, c'est-à-dire qu'ils vont dans le sens cœur-cerveau, alors que seulement 20% vont dans le sens cerveau-cœur. Donc ça veut dire que 80% de l'activité du cerveau provient du cœur. Et donc cette considération, elle bouleverse toute la conception à la fois de la physiologie, puisque on a maintenant conscience de comment circulent les informations et dans quel sens. Donc c'est vraiment, on retourne à la primauté du corps, mais aussi ça bouleverse beaucoup de choses dans le domaine de la psychologie, puisque on fait des liens maintenant de plus en plus pertinents entre le corps et le cerveau. Et donc on arrive à mettre les choses dans le bon sens et on comprend de plus en plus que nos pensées et nos émotions et on va dire nos états, la théorie polyvagale notamment, nous a beaucoup aidé à comprendre que tout ça, c'était conditionné en premier lieu par notre système nerveux et donc par notre corps. Et puis, avec les recherches sur le cœur, on se rend compte que dans le prolongement de ces recherches, que le cerveau, les émotions et le corps sont tous les trois alignés sur le cœur et que c'est le cœur qui donne le là. Et donc tout l'enjeu, ça va être qu'il puisse jouer la bonne note et de comprendre les facteurs qui font qu'il joue ou pas la bonne note. Mais du coup, on découvre que en amont de ce qu'on pensait être la production de pensées et d'émotions par le cerveau, eh bien, il y a un premier maillon qui est le cœur et qui envoie des informations sur la qualité de ces informations qui sont transmises et en l'occurrence, la qualité de nature cohérente ou bien au contraire chaotique. Donc on reviendra sur ces deux termes. C'est vraiment fondamental. Donc le cœur informe sur la qualité de ses émotions. Et c'est ça qui va être déterminant. Une autre caractéristique du cœur, c'est celle de son champ électromagnétique. Donc chaque organe, même nos cellules, elles ont un champ électromagnétique. Donc chaque organe en a un. Donc le champ électromagnétique du cœur est le plus puissant de tout le corps humain et il est, comparativement au cerveau,
5000 fois supérieur à celui du cerveau. Donc il a une influence vraiment significative sur tout le corps jusqu'à un niveau cellulaire. Et vers l'extérieur, il rayonne et il influence tout ce qui est dans son champ. On sait que une personne lambda va avoir un champ électromagnétique de son cœur qui est compris entre 3 et 5 mètres. Voilà, donc ça, on va y revenir aussi tout à l'heure. La troisième caractéristique du cœur, c'est qu'il connaît la réponse avant le cerveau. Donc il y a eu une expérience qui a été menée, qui a été répétée plusieurs fois par différents instituts et qui a montré, par le biais d'une présentation aléatoire d'images sur un écran d'ordinateur, donc tantôt on présentait des images très apaisantes, comme une mère qui allaite son enfant, une plage calme, des relations amicales ou de tendresse entre les gens. Et à côté de ça, il y avait des images profondément agressives qui généraient des émotions très négatives comme de la détresse, de la peur, de la colère. Et cette expérience donc a montré que il y avait un artefact, c'est-à-dire que le cœur réagit avant l'apparition de l'image sur l'écran. Alors que le cerveau, quant à lui, il réagit très rapidement, mais il réagit une fois que l'image est apparue. Donc c'est comme si la perception du cœur n'était pas liée aux 5 sens physiques, mais à quelque chose qui ressemble à un 6e sens, de l'ordre d'un processus intuitif qui existe en amont des 5 autres et qui va puiser les informations dans quelque chose qui n'est pas limité par le temps ou par l'espace. Alors cette expérience, elle nous apprend beaucoup sur la véritable portée du cœur, c'est-à-dire sur le fait qu'il est un pont vers l'invisible et vers le mystère de la conscience et des lois qui président à la vie. Elle nous montre que le cœur, c'est une boussole qui sait, qui sent, qui pressent ce qui peut arriver. Donc le cœur, c'est comme un conseiller qui est averti, si bien sûr on sait l'écouter vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis la nuit des temps, il est assimilé à la sagesse. Pour moi, ce qui a vraiment du sens en tant que psychologue dans ma pratique d'accompagnement des personnes sur leur chemin de conscience, c'est vraiment de faire en sorte qu'elles puissent déblayer le chemin d'accès à leur cœur. En fait, mon objectif, c'est vraiment celui-là en réalité. Si je regarde au fond, quel est mon propos de thérapeute, c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est le cœur qui prend le relais de cet accompagnement. Et donc la personne, en retrouvant sa boussole, elle peut retrouver son nord. Et là, c'est gagné. Parce que c'est finalement la sagesse intérieure qui a pris le relais. Et c'est elle qui sait mieux que personne ce dont la personne a besoin. Alors, encore une autre caractéristique du cœur, 4e caractéristique. Donc, je les récapitule. On a eu la première, le cœur est un véritable centre de traitement de l'information qui envoie au cerveau beaucoup plus d'informations qu'il n'en reçoit de lui. La deuxième grande caractéristique, c'est celle de son champ électromagnétique qui est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. La troisième, c'est qu'il a cette préscience, cette capacité intuitive où il reçoit les informations avant que les sens ne la reçoivent. Et donc, la 4e caractéristique du cœur, c'est que il est un créateur de cohérence. Donc, il sait, il peut créer un sentiment spécifique de reconnaissance, de gratitude, d'affection, de compassion. Et ce ressenti-là déclenche un signal optimal entre le cœur et le cerveau.
Donc c'est un signal de basse fréquence de 0,1 Hz. Et ce signal bien spécifique, qui est donc généré quand on crée ces sentiments, c'est la porte vers des états de santé optimaux et vers des états de conscience plus hauts, c'est-à-dire moins conditionnés par des mémoires ou par des identifications, des automatismes. Et quand la conscience passe à travers nous sans conditionnement, à ce moment-là, on peut véritablement devenir des créateurs d'univers. Alors, en tant que voie directrice qui montre le chemin à suivre, comme on vient de le voir avec la préscience, c'est mentionné dans les écrits et dans les enseignements depuis des millénaires. Et si on arrive à débloquer cette guidance intérieure, ça peut nous permettre de traverser cette période de changement avec beaucoup plus de stabilité intérieure, beaucoup plus d'équilibre, de cohérence, de connexion avec les autres à partir du cœur. À l'inverse, on sait à quel point toutes les émotions chaotiques qu'on peut développer, comme l'anxiété, la tristesse, la colère, ça désynchronise le système nerveux et ça nous épuise parce que ce sont des émotions qui génèrent toute une cohorte de problèmes physiologiques, de problèmes immunitaires et psychologiques. Alors tout ça, ça nous ouvre sur une autre notion qui est la notion de cohérence du cœur, avec son corollaire qui est celle de chaos. Donc comment et sur quelle base ce champ électromagnétique cohérent ou chaotique va informer le cerveau? Donc ces états qui sont générés par le cœur, c'est ça qui va générer en nous des états d'être harmonieux, positifs, ou bien au contraire des émotions difficiles, avec les pensées qui vont avec. Tout se suit. Donc qu'est-ce que la cohérence ? De quoi on parle quand on parle de cohérence ? En fait, c'est l'état où les différents éléments de notre système travaillent ensemble de manière hautement intégrée, harmonieuse et économe en énergie. Donc la chercheure Deborah Rosman décrit la cohérence comme étant, je cite, un alignement au sein et entre les systèmes, qu'il s'agisse de particules quantiques, d'organismes, d'êtres humains, de groupes sociaux, de planètes ou encore de galaxies. Cet ordre harmonieux signifie un système cohérent dont le fonctionnement optimal est directement lié à la facilité et à la fluidité de ces processus. Les sentiments d'amour, de gratitude, d'appréciation ont un effet sur le système nerveux, mais aussi sur ce qui nous entoure. Donc la cohérence sur un plan psychologique, ça correspond à des états comme le calme, la clarté mentale, tous les états de flow, quand on est totalement immergé dans l'activité qu'on est en train de faire et que on voit pas le temps passer et que tout coule, tout s'imbrique, tout s'emmanche de manière parfaite et qu'on est parfaitement dans le moment présent. Il y a aussi les états de gratitude, de compassion, de gentillesse, la patience, la joie, la noblesse de cœur aussi. C'est une qualité, mais c'est quelque chose qui est permis, qui est rendu possible par la cohérence. Les états chaotiques, quant à eux, ils correspondent bien sûr à toutes les émotions, on l'a vu dans l'épisode 4, qui correspondent à des états de dérégulation émotionnelle et nerveuse. Au niveau le plus bas, on va avoir la honte, la culpabilité, la dépression, l'accablement, l'impuissance, la négativité, les états anxieux, la colère, etc., etc. Et ces états chaotiques, ils apparaissent sous le poids des traumatismes, des difficultés de la vie, des stress prolongés, mais aussi des processus inflammatoires dans le corps qui conduisent à une dérégulation nerveuse et émotionnelle. Donc d'où l'importance de faire attention à son hygiène de vie sur tous les plans, que ce soit notre alimentation,
l'activité physique, la manière dont on s'oxygène, dont on respire, mais aussi toute l'hygiène intérieure, donc celle des pensées, celle des sentiments qu'on nourrit, etc. Donc comme tout système, ces états de chaos intérieur, ils vont créer en nous des boucles, des cercles vicieux qui s'auto-entretiennent, et surtout quand ils viennent de traumatismes. Alors comment est-ce qu'on peut transformer ces états chaotiques en états cohérents ? Les recherches sur le cœur, elles ont mis en évidence plusieurs éléments qui vont en ce sens. Donc on parle de cohérence cardiaque. C'est un petit exercice que tu connais peut-être et qui a été mis au point par cet institut HeartMath et qui permet de manière mécanique, par la respiration, d'amener le cœur à une certaine fréquence, donc cette fameuse fréquence de 0,1 Hz, et de ce fait, de générer un état de cohérence. Donc c'est un exercice qui est assez connu aujourd'hui, mais qui est très sous-employé et qui est mal utilisé par rapport aux effets vraiment bénéfiques qu'il est capable d'apporter. Donc d'abord, moi ce que je remarque, c'est que la plupart des personnes qui le connaissent ne l'utilisent pas suffisamment. C'est-à-dire qu'elles vont avoir tendance à faire un petit peu de cohérence cardiaque lorsqu'elles se sentent stressées. En fait, c'est pas vraiment comme ça. Il s'agit d'un entraînement au long cours qui va permettre petit à petit de développer et d'installer en soi cet état de cohérence qui va amener une détente générale du système nerveux et qui va le déconditionner des états auxquels il est habitué à être conditionné. Donc voilà, rapidement, il faut au minimum, pour avoir des résultats significatifs, pratiquer la cohérence cardiaque 15 minutes à l'échelle d'une journée, 3 fois 5 minutes. Et donc, quand j'ai des personnes qui sont dans des états anxieux très importants, je leur demande de respirer 3 fois 10 minutes. Et en fait, rien qu'avec ça, sans se soucier par ailleurs d'induire des états de cohérence avec des sentiments particuliers, etc., sans même parler de psychothérapie, à ce stade, simplement en faisant ça, on a une amélioration extraordinaire qui correspond à peu près à 100% des cas, en fait. La seule difficulté, c'est de le faire et de s'y astreindre. Donc, si tu souffres d'anxiété, déjà, tu peux faire ça, 3 fois 10 minutes par jour de cohérence cardiaque. Je peux te garantir que tu vas vraiment en ressentir les effets. Fais-le et n'hésite pas à poster en commentaire les résultats que tu as obtenus. Mais au-delà de ça, peu importe en fait si l'exercice est fait correctement ou pas et quelle technique on va employer. Parce que à partir du moment où le cœur génère un sentiment d'amour et de compassion, naturellement, il entre en état de cohérence. Alors nos émotions, elles ont une fréquence vibratoire qui affecte notre état physique et mental. Et au plus cette fréquence vibratoire est lourde, au plus les émotions sont dites chaotiques. Si on parle d'angoisse, de honte, de colère, de tristesse, on va être dans des fréquences vibratoires lourdes, dans du chaos cardiaque. Et inversement, au plus le taux vibratoire est élevé, au plus ces émotions deviennent hautement cohérentes et elles créent la possibilité de nourrir notre conscience vers des états de plus en plus subtils. Donc pour cette hiérarchie des émotions, pour cette échelle, je te renvoie encore à l'épisode précédent sur la neurophysiologie de l'amour, épisode 4. Donc sur cette base, il est utile de générer des sentiments de haute qualité. Autrement dit, des sentiments hautement cohérents. Donc ce sont vraiment des états d'expansion qu'on peut vraiment choisir de cultiver volontairement. C'est vraiment tout le propos de la psychologie positive.
hein, c'est d'orienter son attention vers les sentiments et les émotions positives pour les cultiver et les faire croître. Il y a aussi tout un tas de pratiques qui ont été formelles ou informelles d'ailleurs, qui ont été données par les traditions spirituelles. À peu près, je pense, chaque tradition dans toutes les cultures parle du cœur. Les soufis parlent du cœur, les chrétiens parlent du cœur, les orthodoxes parlent du cœur avec la prière du cœur. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de manière universelle. Et donc vraiment, ça nous montre qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans. Alors je souhaiterais maintenant parler de la co-régulation par le champ électromagnétique du cœur. Cette cohérence, elle peut être mesurée à un niveau individuel, mais elle peut être mesurée aussi dans des groupes. Elle est aussi mesurable au-delà encore, c'est-à-dire même à l'échelle mondiale. On sait que par le biais du champ électromagnétique, il y a comme une sorte de Bluetooth qui s'établit et qui connecte les cœurs entre eux, par le biais du champ électromagnétique. Donc quand on est en présence les uns des autres, étant donné que le champ électromagnétique est de 3 à 5 mètres, eh bien, nos cœurs s'interconnectent entre eux. Donc ça rejoint une des notions piliers de la théorie polyvagale, qui est celle de co-régulation, où il est dit que les systèmes nerveux se connectent entre eux et se régulent mutuellement. Donc avec les données sur le cœur, on est encore un pas en amont de cette notion de système nerveux, dont l'état est conditionné par l'état de cohérence du cœur. Donc si on veut réguler nos systèmes nerveux, on doit apprendre à réguler nos cœurs et à les rendre cohérents. Alors dans ce domaine, la taille des groupes, le nombre des individus n'importe pas. Donc qu'on soit un groupe de 3 personnes ou une foule de 100 000 personnes, les cœurs vont s'associer ensemble pour constituer un champ électromagnétique global. Et ce champ sera la résultante de ce qui se passe dans chacun de ces cœurs. Donc si un nombre suffisant de personnes sont capables de construire une vraie cohérence individuelle forte, eh bien ça peut vraiment contribuer au déploiement d'une cohérence universelle, d'une cohérence mondiale qui serait forte elle aussi. Et c'est vraiment l'histoire du colibri. Donc un colibri intérieur cette fois-ci, où chacun serait responsable d'entretenir sa propre cohérence en prenant soin de ses propres états intérieurs pour pouvoir contribuer à la cohérence globale. Il y a eu diverses études qui ont été menées sur la méditation de masse et sur la prière, qui ont donné des résultats à chaque fois statistiquement significatifs. Par exemple, une étude qui a été menée pendant la guerre au Liban, pendant les années 80, avec des groupes de méditants expérimentés qui devaient concentrer leur attention sur la zone de conflit à différents intervalles de temps pendant une période de 27 mois. Eh bien, les résultats, ça a été que les niveaux de violence ont diminué entre 40 et 80% à chaque fois qu'un groupe de méditation était en place. Et le nombre moyen de personnes tuées chaque jour est passé en moyenne de 12 à 3 personnes. Donc je ne sais pas si tu vois, mais c'est quelque chose quand même d'assez énorme, auquel on ne fait pas réellement attention, même si on connaît ces résultats depuis longtemps, puisque ça date des années 80, ces expériences. Mais le problème, c'est qu'on est tellement monopolisé par ce qui se voit, par ce qui se fait, par les connaissances, par ce qui fait d'une manière ou d'une autre du bruit, que on oublie en réalité très vite ce que j'appelle moi cette force faible, qui est la force silencieuse de l'amour, qui est en réalité la force la plus puissante de toutes.
Mon maître spirituel disait que cette force est capable de porter l'univers. Et d'une certaine manière, c'est une force paradoxale qu'on néglige parce qu'elle ne se voit pas, mais en réalité, elle détient en elle-même un processus inverse qui est que son impact est inversement proportionnel à sa force. Donc, plus elle est subtile, plus elle est puissante, parce qu'elle a quelque chose d'originel en elle. Et de ce fait, elle s'attaque à l'origine des phénomènes, elle les rectifie, elle les corrige dans leur origine, c'est-à-dire dans leur intention, avant même qu'ils ne se manifestent. Donc avec une toute petite action, une toute petite intention subtile, je permets aux choses, je permets à mes intentions, à mes actes, de se mettre en place de manière cohérente, c'est-à-dire dans l'alignement de l'amour, et de cette manière, c'est tout leur déroulé qui va gagner en puissance et en précision dans chacune de ces manifestations. Et moi qui pratique la méditation sur le cœur, et quand on se retrouve parfois dans des grandes assemblées, à plusieurs milliers de pratiquants à méditer ensemble, en silence sur le cœur, vraiment je peux vous assurer que ce qui est présent là, c'est totalement indescriptible. On touche du doigt à ce que sont vraiment ces états de cohérence. Ces états de cohérence, ce n'est pas des états finis où ce serait la compassion ou la gratitude. Voilà, c'est vraiment des parfums qui peuvent se déployer à l'infini dans le sublime. Il y a une sorte d'envolée silencieuse vers des parfums intérieurs qui sont absolument extraordinaires. Et donc là, vraiment, on comprend ce qu'est cette cohérence globale et comment le fait de se retrouver sur des grandes assemblées comme ça, à chacun être dans le renforcement de sa propre cohérence intérieure, ça peut déployer une force en fait extraordinaire. Alors, dernière chose, les cœurs ne font pas que se connecter entre eux. Ils se connectent aussi à la Terre elle-même. En fait, on s'est aperçu que la Terre génère des fréquences qui ont exactement la même gamme de fréquences que celles qui sont produites par notre système. Donc les champs électromagnétiques de la Terre nous influencent en affectant à la fois nos ondes cérébrales, nos cœurs, notre mémoire, notre santé globale. Donc on sait comment tout ça, ça nous affecte. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que nous affectons ces champs ? Alors on pense que les fréquences humaines affectent la résonance du champ terrestre et qu'elles alimentent le champ mondial en information et que ce champ global, à son tour, il altère en retour notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Si on produit des émotions chaotiques, on va altérer le champ global de la Terre qui va nous affecter négativement et se retourner contre nous. En thérapie cognitive et comportementale, on regarde beaucoup les cercles vicieux qui créent des logiques et des dynamiques néfastes dans nos vies. Et dans l'accompagnement de nos patients, on fait en sorte de briser ces cercles vicieux pour pouvoir les transformer en cercles vertueux. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on devrait faire au niveau collectif. Parce que la vraie question, en vérité, elle est vieille comme le monde. C'est quel est le loup que je nourris ? Quelles sont les idées, les sentiments, les intentions qui président à notre vie ? Comment est-ce qu'on prend en charge son jardin intérieur ? Est-ce que je le laisse à l'abandon en laissant les mauvaises herbes de la jalousie, de la compétition, du jugement se développer ? Ou bien est-ce que chaque jour, je fais en sorte de nettoyer ces mauvaises graines pour les empêcher de se développer ? Et que peut-être même, je plante et j'arrose les graines des belles fleurs que j'aimerais voir se développer en moi, dans ma relation avec mes semblables et dans mon environnement. Et la réponse à cette question, c'est sans doute l'unique chose qui conditionne tout le reste, à savoir les sentiments et les pensées qu'on produit,
C'est ça qui façonne et qui détermine les destins individuels et le destin collectif de la planète. Pour terminer, je vais citer Rollin McCraty, qui est directeur de recherche à l'Institut HeartMath, et qui dit « Quand nous mettons de l'amour et de la compassion dans ce que nous faisons, nous irradions cet amour, et c'est mesurable. L'amour est de loin l'énergie la plus puissante, ou, dit en termes plus scientifiques, la fréquence qui amène un type de cohérence dans le champ planétaire, et c'est aujourd'hui mesurable. Il est grand temps que l'amour devienne viral. » Voilà, donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'adore ces recherches sur le cœur qui montrent que le cœur gouverne tout et il nous mène tout droit au mystère du sens que prend notre présence sur la Terre. Donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris plaisir à l'écouter, autant que j'ai pris plaisir à le concocter. N'hésite pas à faire un petit signe par un pouce bleu ou par un abonnement si tu as aimé. Et puis, n'hésite pas à mettre tes commentaires, tes questions ou tes suggestions de sujets à aborder. Et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.